été entendus par les régulateurs. Le comité de Bâle a annoncé hier soir un assouplissement des règles de liquidité. Les banques auront 4 ans de plus pour les mettre en place. Cette enquête BFM Business sur le cinéma français. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce début de semaine. La rentrée pour beaucoup d'entre vous, on va évoquer une actualité qui était toujours là au mois de décembre. Il s'agit des 75%, donc vous le savez, censurés par le Conseil constitutionnel au motif que ça taxait un individu et pas un foyer et que ça crée une inégalité des contribuables vis-à-vis de la charge publique. Que faire de ces 75%? En tout cas, Jérôme Cahuzac laisse entendre il y a toujours la volonté politique de faire une taxe pour les super riches, mais qu'a priori le taux de 75% ne sera plus le taux de référence, dans la mesure où si vous prenez les conclusions du Conseil constitutionnel, la totalité des censures prononcées concerne des taxes qui conduisaient à des impositions dépassant 70%. Alors le mot confiscatoire n'a jamais été prononcé par le Conseil, mais clairement, il y a en filigrane et de manière implicite un message envoyé au gouvernement selon lequel, au-delà de 70% d'imposition, effectivement, la fiscalité devient confiscatoire. En tout cas, si vous avez regardé la presse à travers le monde aujourd'hui, vous aurez constaté que, en tout cas pour la journée, Bercy a clairement déménagé à Saransk, en Mordovie, c'est-à-dire là où notre Gérard Depardieu national s'est illustré en tenue traditionnelle sur une scène de théâtre. Là, on est partout à la une du FT, à la une du Wall Street. Je ne vais pas commencer par ce sujet, je vais d'abord vous présenter mes invités. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire, Olivier Berruyer, il est animateur du blog les-crise.fr et président de Diacrisis, association de recherche et d'information du public sur la crise. Exactement. Avec nous également Henri Pijat, bonjour. Bonjour. Directeur de la lettre Illisos, ancien patron de l'AFP et co-auteur de Dépasser les illusions d'un quinquennat à l'autre, publié chez Illisos Éditions. Et François Racheline, bonjour. Bonjour. Conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye, et professeur à l'IEP Paris. J'aimerais vous interpeller sur cette étude que nous sortons, nous, BFM Business. C'est Jamal Eni qui en est l'auteur, à la suite d'ailleurs de la tribune très controversée du producteur Vincent Maraval dans Le Monde, il y a une dizaine de jours, qui arrivait à la conclusion, même si ça n'est pas lui qui a choisi le titre, les acteurs sont trop payés, il arrive à la conclusion qu'il y a un décalage incroyable entre la rémunération de certains acteurs de cinéma pour des films qui ne rapporteront pas un copec. Et notamment, il cite dans cet article qu'une quinzaine d'acteurs touchent entre 800 000 euros et 2 millions d'euros par film pour quelquefois des films qui ne rapportent rien. Et donc, BFM Business a mené une enquête pour regarder véritablement quelle était l'économie de ce secteur. Première conclusion, 40% du financement du cinéma français vient d'argent public, de dépenses publiques, notamment du Centre national de la cinématographie, et puis des aides publiques en tout genre, aides régionales, TVA à taux réduit ou différents crédits d'impôt. Deuxième conclusion, il n'y a que 15% des films en 2012 qui ont gagné de l'argent, seulement 15%. Donc 85% des films ont été perdants. Et puis il y avait une grande idée selon laquelle si on faisait appel à des grands acteurs, à des acteurs blockbusters, à des stars, on s'achetait une forme d'assurance contre le déficit. Eh bien c'est faux, puisqu'on se rend compte que les films les plus rentables en 2012 sont tous des films à petit budget, pour la plupart avec des acteurs qui sont inconnus ou totalement inconnus. Le seul dans le palmarès qui véritablement affiche un nom connu, c'est Le Prénom qui arrive en 3e position, je crois. Je vérifie. Voilà, 2e position avec Patrick Bruel. Il a coûté 11 millions d'euros avec 156% de rentabilité. En tête, ce sont les Kaira, qui a coûté 4 millions d'euros, qui a rapporté 8 millions d'euros. Ensuite, on a Adieu Berthe de Bruno Podalides avec Valérie Lemercier, qui a coûté 3 millions 4 avec une rentabilité de 162%. Et le 4e, c'est Kirikou. Voilà. Kirikou, vous n'avez aucun de ces grands films soi-disant tenus par des têtes d'affiche qui sont censés faire un carton. Allez, je commence par vous, Henri Pijat. Sur quel terrain ça vous amène, cette étude-là? Moi, j'ai mes idées, mais je vous laisse continuer. Oui, je crois que cette étude est très salutaire parce qu'elle invite à réfléchir à un cas de figure typiquement français où les interventions publiques de toutes sortes finissent par perturber totalement les mécanismes économiques. Et je crois que de temps en temps, il est bon de s'interroger sur la réalité. Alors, donc, ça me rappelle l'immobilier, moi. Oui, exactement. Exactement. Avec une sorte de secteur public. Avec des conséquences différentes, mais bon. Alors, ceci étant, je crois qu'il faut faire attention à ne pas être trop radical et à ne pas trop globaliser les choses. Premièrement, le système de cinéma français
dont la base vient de l'État de Vichy. On l'oublie un petit peu, mais le premier système d'aide au cinéma a été bâti en 1942 ou 1943. C'est ce qui permet ces très beaux films que l'on voit maintenant dans les cinémathèques, Le Corbeau, etc. Et qui est repris, qui est annulé bien sûr au moment de la Libération et réintroduit immédiatement dans les mêmes termes par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Ce système, d'abord, n'est pas tout à fait une subvention. Il s'agit, pour une part, de prélever sur les recettes des salles pour redistribuer. C'est-à-dire que les films qui marchent, et notamment les films américains que l'on distribue en France, servent à financer une partie du cinéma français. Donc ça n'est pas uniquement de l'argent du contribuable. Ceci étant, au fil des années... Quand vous prélevez de l'argent sur des billets de cinéma, ça revient un peu au même. Oui, mais c'est l'une des sources du voilà, CNC, mais c'est une sorte de... C'est pas une taxe parafiscale, mais... D'accord. Voilà. On n'est pas donc, sur ça n'est pas tout à fait de la subvention. Alors, ceci étant, comme toujours, dans ces systèmes très anciens, vous vous rendez compte, c'est un truc qui a quasiment 70 ans, on a additionné des strates successives. Alors, il y a le financement par Canal+, puis le financement par toutes les chaînes de cinéma, puis le financement, etc. Alors, on aboutit à quelque chose qui est maintenant inintelligible, comme beaucoup de nos systèmes, et surtout qui est totalement étranger à l'économie. Alors là, ça pose la dernière, une autre question. Est-ce que le cinéma est une activité économique exactement comme les autres? Autrement dit, est-ce qu'il faut traiter le cinéma, il faudrait élargir la production télévisée, est-ce qu'il faut la traiter exactement comme un produit? C'est pas tout à fait comme quand on fabrique un produit alimentaire ou de grande consommation. Il y a des questions de langue. Rappelez-vous que notre pays a développé, par exemple, défendu le système de l'exception culturelle. Et vous le dire, est-ce que c'est le prix de l'exception culturelle française? Alors, c'est là où je crois qu'il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que si on traite le cinéma français uniquement en termes marchands, on aboutira à la disparition de toute production avec des questions de langue évidentes. Car il n'y a que 2 pays qui sont capables de faire... Enfin, 3 avec l'Inde, mais les États-Unis, l'Angleterre et l'Inde, parce qu'ils peuvent s'exprimer en anglais. Alors, nos séries télévisées sont très médiocres par rapport aux séries américaines, aux séries anglaises, mais en plus, elles ont le handicap de parler français. C'est marrant parce qu'on pourrait tirer ce débat dans des quantités de domaines, Henri Bijat. Oui, c'est l'intérêt. Tous les secteurs sont-ils des secteurs comme les autres? Est-ce que le ferroviaire est voué, par exemple, à s'épanouir dans la concurrence? Vous voyez tous ces trucs-là. Il faut éviter la facilité. C'est quand même un aspect très particulier. J'apprécie beaucoup, effectivement, toutes les réserves que vous avez pu mettre. François Racheline, moi, je trouve très intéressant ce que vient de dire Henri Bijat. Simplement, je voudrais ajouter quelque chose. Il faut tout simplement que les films soient bons. Parce que là, on parle de quelque chose de général, de procédure, etc. Mais enfin, vous savez, Jean Gabin disait qu'il y a trois éléments qui permettent de garantir un succès. 1, l'histoire, 2, l'histoire, 3, l'histoire. Alors vous avez des très grands acteurs qui jouent pas bien parce qu'ils sont mal dirigés ou parce que le film est mauvais. Vous avez des acteurs totalement inconnus qui deviennent des acteurs connus tout simplement parce qu'ils ont fait des très bons films ou qu'ils ont crevé l'écran, comme on dit. Moi, je trouve que dans cette histoire-là, c'est très bien que vous ayez fait ça, mais il faut peut-être pas conclure tout de suite que dès qu'on met un grand acteur, on n'a rien. C'est pas vrai, c'est faux. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de la qualité du film. Et je trouve que le cinéma français, les séries françaises sont peut-être pas terribles, mais le cinéma français a fait, comme le vin français, des progrès extraordinaires depuis une vingtaine d'années. Oui, sous l'impulsion d'ailleurs de quelques cinéastes qui sont allés aux États-Unis notamment. Ce qui m'a frappé, moi, c'est pas un secteur que je suis autant que celui des banques centrales, par exemple, mais ce qui m'a frappé, c'est l'impact incroyable de la tribune de Vincent Maraval, le producteur dans Le Monde, qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Wild Bunch. Et globalement, la profession est en train de dire arrêtez de tout déballer parce que ça va nous faire du tort. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines vérités qui ne sont jamais dites. Voilà. Oui, vous agissez dans le sens de la transparence. Votre avis là-dessus, Olivier Berruyer? Non, mais la tribune est intéressante en effet parce que elle permet de mettre un coup de projecteur sur ce système-là. Alors le système, on lui doit tout de même le maintien d'une industrie cinématographique dans notre pays, donc il est loin d'avoir que des défauts. Mais comme le signale Maraval, c'est assez fou de voir qu'en effet il y a des grosses têtes d'affiche qui sont payées plus que ce que le film a rapporté au final. Donc ça, ce système est assez fou. Et notamment, en tout cas, payé que certains acteurs américains, aussi surprenants que ça puisse pas. Ah oui, non, mais ou les mêmes acteurs français qui, quand ils tournent aux États-Unis, sont payés 10 fois moins à peu près, alors qu'au final, il y a 10 fois plus de public potentiel. Juste en conclusion, la proposition de Maraval me semble intéressante. Pour ces grosses têtes d'affiche, il propose qu'on limite leur rémunération à 400 000 €, plus un intéressement obligatoire en fonction des recettes. Donc dans ce cas-là, effectivement, si le film marche bien, ils seront très bien payés. Si le film ne marche pas, ils se comptent. Ça met tout le monde d'accord d'un cachet raisonnable. Mais c'est marrant parce que ça va nous... Est-ce qu'il y aurait un CAC 40 des artistes, comme il y a un CAC 40 des patrons, comme il y a un CAC 40... Non, mais il y a quelqu'un qui aurait été ravi de ce genre de mesures, c'est Orson Welles, parce qu'il a fait des films qui marchent
marchaient absolument pas et qui sont parmi les plus grands chefs-d'œuvre de toute l'histoire du cinéma. Citizen Kane, c'est un four complet et c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc si lui avait été payé en fonction du public de Citizen Kane, aujourd'hui, il serait heureux. On va revenir à notre économie bien terre à terre, et Dieu sait si elle est terre à terre, celle-là, les 75%. Est-ce que l'un de vous trois a une idée de ce que ces 75% pourraient devenir? Christian Eckert, rapporteur général du budget, nous dit « Faisons payer par les entreprises cette taxe lorsqu'elles versent des salaires supérieurs à 1 million d'euros avec un prélèvement à la source qui serait amputé sur des allègements de charges ou amputé sur du crédit d'impôt. Et inscrivons ça directement dans la loi de février-mars, qui sera la loi qui doit transcrire en droit français, enfin en droit, le fruit des négociations sur le marché du travail. » Il y en a un qui a une idée? François Rachid, allez-y. Moi j'ai une idée, mais je ne suis pas certain de répondre directement à votre question. Vous avez le droit de répondre complètement indirectement et vous avez le droit. Non, je vais répondre bien sûr sur le sujet, mais pas directement à votre question. Moi, la question que je me pose est la suivante. Pourquoi les jeunes dynamiques du monde entier, pourquoi les entrepreneurs dynamiques du monde entier, pourquoi les entreprises, un très grand nombre d'entreprises dynamiques du monde entier, n'ont pas envie de venir en France? Moi, c'est la seule question que je me pose. La question que je me pose, c'est pas je m'en vais parce que je vais payer 70% ou 75%. C'est après tout, les gens ont les attitudes et les comportements qu'ils veulent. Mais c'est l'inverse. Alors, je trouve que quand on se trompe, on peut changer. 70%, c'est peut-être une erreur. Il y a peut-être une autre manière d'aborder les choses. Donc, si on s'enferme dans 70, 72, 69, 64, on va jamais en sortir. Peut-être qu'il faut regarder les choses avec un petit peu de recul et se dire qu'est-ce qui rendrait la France, pour les catégories dont je viens de parler, les jeunes, pourquoi les jeunes n'ont pas envie de venir en France et envie de partir? C'est pas une question fiscale, ça. Les riches ont envie de partir. C'est tout bon, très riches. C'est un état d'esprit. Eh ben, bon, alors peut-être que c'est ça qu'il faut mettre sur la table, plutôt que de se cantonner à une mesure et on va voir si on va faire payer les entreprises dont les salaires dépassent 1 million. Ok. Parce qu'on en fait un impôt CAC 40, quoi. Voilà. Enfin, bon, d'accord. Alors on peut imaginer tout ce qu'on veut mais il faut faire une réforme fiscale dans ce pays. Il ne faut pas s'attacher simplement à 70%. Donc c'est pour ça que c'est pas une vraie réponse et c'est peut-être pas une réponse non plus à court terme. Mais ça fait 25, 30, 40 ans que le système fiscal n'est pas réformé. Alors peut-être qu'un jour, un gouvernement aura le courage de dire à partir de maintenant, on met ça sur la table, on réforme. Il y a des voix à gauche qui demanderaient qu'on en finisse tout de suite d'ailleurs avec cette histoire et profiter de l'aubaine du Conseil pour dire, ben voilà, c'est censuré, terminons-en. Même peut-être que cette taxe... D'autre part, Nicolas, juste un mot de plus, Henri. Est-ce qu'il y en a un parmi nous ici qui croit, M. Cahuzac, quand il dit qu'il n'y aura plus aucune variation fiscale dans les 5 ans qui viennent? Voilà, puisque vous avez posé, est-ce qu'il y en a un qui veut réagir sur ceci? Est-ce qu'on croit à ça? Est-ce que les Français croient à ça? Non, moi je n'y crois pas. Faisons un sondage. A priori, je crois savoir que le quinquennat Sarkozy nous avait promis à peu près la même chose. On a compté 15 collectifs budgétaires pendant le quinquennat et une mesure fiscale tous les 10 jours. C'est pas une question d'obédience politique. Et encore une fois, Najat Vallaud-Belkacem hier sur BFM TV rappelait l'importance de la stabilité fiscale et même prévenait que les impôts pourraient commencer à baisser en 2016. Bon. Allez-y, Henri Pijat, là-dessus. Moi, je voudrais féliciter le gouvernement, le Conseil constitutionnel et M. Depardieu d'avoir mis au premier rang cette affaire. Elle est providentielle. C'est-à-dire, elle est providentielle. Je vais vous dire. On est la risée mondiale avec Depardieu en Russie aujourd'hui. Eh bien, là aussi, nous avons souvent évoqué autour de cette table le caractère totalement abscon de notre fiscalité. Vous avez été l'un des premiers à le faire. Le côté professeur Nimbus de nos grands fiscalistes, avant même les politiques, et qui ont fini par perdre tout sens de la réalité et qui nous ont construit au fil des ans, entre les spécialistes de la fiscalité de Bercy et les politiques successifs de toutes les couleurs, car je voudrais préciser que je ne vise pas spécialement le gouvernement actuel. Le gouvernement précédent a été aussi particulièrement éloquent dans ce domaine. On a construit un système fiscal qui est anti-économique, qui décourage tout esprit d'entreprise, qui fait fuir les gens. Et là, je ne parle même pas de l'aspect intérêt financier. Je parle des valeurs. Je parle de la capacité d'agir économiquement, c'est-à-dire de transformer une idée en potentiel de richesse et de ce fait d'employer des gens. C'est pas ce que Jean-Marc Ayrault a mis en avant dans son nouveau modèle français, ce qu'ils ont totalement découragé par la fiscalité. Il y aurait beaucoup à dire sur le nouveau modèle français ou le modèle français traditionnel. Mais le résultat des courses, et c'est pour ça que je crois que cette mesure est providentielle, c'est que quand on en parle généralement, tout le monde dit oui, oui, oui. Là, nous sommes dans le cas de figure de la parabole. Qu'est-ce que c'est que la parabole? C'est une histoire que tout le monde peut comprendre et dont le sens fait réfléchir. Exactement. Eh bien, nous avons là une parfaite parabole fiscale. Nous avons l'illustration biblique dans sa simplicité et dans son éloquence de ce que peut être l'absurdité d'un système. Alors, François a tout à fait raison, ce bricolage qui accessoirement
illustre la contradiction absolue entre le discours électoral et le discours de gouvernement, mais ça n'est pas la première fois. Mais ce bricolage est sans issue. Peu importe ce que l'on va faire, que l'on fasse 65 ou 69% ou 70%, que l'on taxe d'un côté ou de l'autre, simplement cela conduit à réfléchir à cette situation de fait que j'évoque. Et j'aimerais que l'arbre ne cache pas la forêt. Nous avons eu l'occasion ici de parler de l'affaire que cette antenne a bien mis en valeur et qui avait été illustrée par celle des pigeons. Tout le monde semble avoir oublié que la mesure fiscale qui a motivé le phénomène des pigeons. Alignement, fiscalité, capital, travail, article 6. Elle existe encore. Article ça 6. signifie 9 pages d'exemption. Voilà. Ça signifie qu'au moment où nous parlons, la destruction du capital risque et des business angels est quasiment acquise. Alors, je pense qu'elle ne restera pas acquise très longtemps, il faudra réformer, mais tout le monde l'a oublié parce qu'on est perdu derrière la technique. Alors, vive M. Depardieu, vive le Conseil constitutionnel et vive M. Hollande qui a eu le génie de prendre cette mesure. J'adore l'histoire. Là-dessus, sur la fiscalité, Olivier Burier. Ouais, mais la question, c'est quelle parabole, en fait? Quelle conclusion on en tire? C'est pas faux non plus, oui. Voilà, la conclusion. Alors déjà, bon, il ne faut pas mélanger les problématiques des créateurs d'entreprises, en effet des pigeons, et c'est important de ne pas tarir les sources de financement, ni la volonté de ces chefs d'entreprise de créer, d'innover, et mélanger ça avec le problème de la taxation des millionnaires. Parce que même les créateurs d'entreprises, ils finissent pas tous millionnaires, loin de là, malheureusement pour eux. À la base, on a une problématique de quel système fiscal et quelle contribution pour les plus aisés, sachant qu'évidemment l'outil fiscal est l'outil de référence pour la diminution des inégalités dans le contexte de croissance très faible qu'on connaît. La parabole que j'ai vue, je vois la parabole de l'égoïsme. C'est ça surtout, la parabole de tiens, le pays a besoin de moi, je me barre, parce qu'il est inacceptable, quand on gagne plus d'1 million d'euros, de commencer à payer 75%. Parce que je rappelle qu'à 1 million d'euros de revenus, c'était 45% quand même. On parle que la taxation au-delà d'1 million d'euros. Un taux marginal, ça veut dire qu'on est taxé à 75% à partir de 1,1 million et que tout ce qui est en dessous est au taux précédent. C'est le premier euro au-delà du million. Voilà. Donc voilà, enfin, ça semble assez fou de dire tiens, j'abandonne ma patrie, mon passeport pour aller me tirer en Russie en plus, où on déclare que la Russie c'est tout de même une grande démocratie, ce qui est quand même intéressant. J'ai vu sur Twitter, un tweet m'a fait rire ce week-end, il parlait de la dérive de l'incontinent. C'est vrai que c'est malheureusement un peu ça, quoi. Un peu l'impression d'une forme de déchéance d'un acteur. Alors après, bon, en effet, ça met le doigt sur une problématique fiscale. Moi, j'ai regardé sur ce problème fiscal en 1995, le taux marginal était de 57% en France, au-delà de 300 000 euros. Au-delà de 300 000 euros. Au-delà de 300 000 euros. En 1980, 75%. Sous Giscard, c'était encore 75%. Ça a monté après sous Mitterrand, toujours à 350 000 euros de seuil. En 1967, De Gaulle, on se rappelle, 81%. Le taux marginal, au-delà de 570 000 euros. Bourré de niche. Il devait être bourré de niche. Comme a été bourré de niche le taux marginal à 90% qu'on a vu naître. Mais le fait que les 30 Glorieuses aient correspondu à une période de décroissance très forte et historique des inégalités qui ont permis aussi de soutenir la croissance, c'est dû à ça. Et je ne parle pas que de la France. Pareil aux États-Unis. Quand Reagan arrive au pouvoir, c'est 70% le taux marginal aux États-Unis, au-delà de $600 000. Sous Kennedy, 91%. Et sous Kennedy, c'est 91% au-delà de 3 millions. C'était criblé de niche. C'était pas criblé de niche. C'était des assiettes très étroites. Et à quel niveau de revenu? 3 millions de dollars actuels. Hein. Évidemment, tout ça, c'est dollars actuels. Ouais. Ok, enfin, on peut regarder, évidemment, on n'est plus dans le même monde, mais de là à dire qu'on ne peut plus taxer les plus aisés, moi, j'ai simplement une question. Mais qui va payer la dette alors? Quand la majorité précédente, enfin, je prends juste la législature, vote par exemple 600 milliards de dettes, mais ils se sont bien dit que c'était Depardieu qui allait les payer. C'est pas les ouvriers de Florange qui vont rembourser ces sommes-là. C'est forcément les plus aisés. Et je rappelle que le stock de dette aujourd'hui est de 1800 milliards. C'est un peu plus de la moitié du patrimoine financier des Français. Autrement dit, pour avoir une idée de la dette qu'on doit et qu'on va payer sous forme d'impôt, vous prenez la moitié de votre compte courant, la moitié de votre livret A, la moitié de vos actions, la moitié de votre assurance vie. C'est la moitié qui va être prise sous forme d'impôt. Et ça, c'est pas discutable. L'impôt sur le revenu rapporte pratiquement rien en France, on le sait. Donc ça, le raisonnement n'est pas très juste. Parce que le raisonnement n'est pas très juste. La question est, François, qui va rembourser la dette et comment? Ça, c'est une vraie question. Mais que si c'est pas les plus aisés, c'est qui? Oui, mais la réponse qui consiste à dire c'est Depardieu et pas les ouvriers de Florange, une réponse, pardon,
Olivier un petit peu rapide. Allez, alors prenons le temps de discuter. Prenons le temps de discuter. On est bien d'accord que c'est les plus aisés qui vont bien rembourser. Et on entend dire que les plus aisés, il ne faut pas les taxer. Ma question est comment on fait? Justement, c'est l'interprétation de la parabole. Parce que je trouve que l'idée d'Henri avec la parabole est bonne. Mais contrairement à ce que dit Henri, la Bible, c'est compliqué. C'est pas du tout simple. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui illustre la complexité. Pendant très longtemps en France, on détestait les gens qui gagnaient de l'argent, mais on était fasciné par les gens qui en avaient. Ce qui est tout à fait différent. Et François Mitterrand avait parfaitement compris ça. En disant que les gens riches, finalement, on les accepte. Mais les gens qui gagnent beaucoup d'argent gênaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand on dit les riches, c'est quoi? Ce sont les gens qui gagnent de l'argent ou qui ont du patrimoine? C'est très différent. C'est très différent. Et je pense que dans la réflexion d'Olivier, il faudrait introduire ça. C'est-à-dire que quand on gagne beaucoup d'argent, il est normal qu'on paye beaucoup d'impôts. Lorsqu'on a une grande fortune, il faut voir sous quelle forme on peut utiliser cette fortune pour le développement du pays, ce qui est tout à fait différent. Bon, je trouve que tout ça n'est pas posé. Beaucoup de questions en plus. Mais c'est pas posé, hélas. Vous réagissez dans un instant, Henri Pijat, à la conclusion de la parabole telle qu'elle a été lue par Olivier Berruyer, qui nous a effectivement rappelé des tranches marginales très importantes qui ont existé dans l'histoire. J'aimerais qu'on regarde quand même, Olivier, exactement les assiettes de ces tranches, dans quelle mesure elles étaient mitées à droite ou à gauche, parce que d'après mon souvenir et ce que j'ai pu expertiser de la tranche américaine, la célèbre tranche Eisenhower, il s'agissait surtout quand même d'aller taxer les rentiers beaucoup plus que l'argent créatrice de valeur. Enfin, bon, on en parle dans un instant avec Henri Pijat. Et puis j'ai encore plein de sujets dans ma botte pour vous. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Berruyer, il est l'animateur du blog les-crise.fr. Il préside une association qui s'appelle Diacrisis, qui a une vocation de dire ce que certains ne disent pas, visiblement. Je peux résumer comme ça, Olivier Berruyer. Et avec nous également Henri Pijat, directeur de la lettre Ilisos, et François Racheline, conseiller spécial du président du Conseil économique et social et environnemental. Jean-Paul Delevoye, il est aussi professeur à l'IEP Paris. Il y a beaucoup de réactions d'auditeurs, j'ai pas eu le temps de toutes les lire. Alexandre nous dit, l'impôt doit être juste et compris de tous. En France, on est loin de cela, mais cela fait vivre pas mal de fiscalistes. Bruno, arrêtez de dire tout le temps que la France est ridicule. On est moins ridicule que les USA et leur fiscal cliff. Vous trouvez faut reconnaître que les Américains, en termes de débat politique un peu ras des fraises, se sont bien illustrés là. Henri, vous êtes d'accord avec ça? Oui, la différence, c'est qu'à l'échelle du monde, les États-Unis font la loi et nous ne la faisons pas. Ça, c'est juste. Et ils ont le dollar. Encore la loi. Pour l'instant. Pour le moment. Nous avons Patrick qui nous écrit. Alors, c'est pour vous, ça, Olivier. Monsieur Berruyer veut donc que les entrepreneurs paient beaucoup d'impôts, mais que pense-t-il du niveau des retraites, des régimes spéciaux, des hauts fonctionnaires, des transferts vis-à-vis des dom-toms? Voulez-vous, Olivier Berruyer, maintenir tout ce système en l'état, dit-il? Alors non, moi je visais pas les entrepreneurs, c'est ce que j'avais précisé. Je visais ceux qui ont les plus hauts revenus, et ça c'est quand même rarement des entrepreneurs. D'ailleurs, je fais même une différence entre les gens qui sont salariés dans les entreprises et les TNS ou les footballeurs et compagnie. On n'a pas tout à fait le même problème. Nous avons David qui nous dit la méthodologie de l'enquête de BFM sur le cinéma est totalement fausse. Tout d'abord, elle oublie le coût de marketing et aussi les ventes hors des salles, télévision et vidéo. Alors allez voir la méthodologie, elle est parfaitement en ligne. En tout cas, je sais que sur la question de tous les produits dérivés qui rapportent effectivement de l'argent, notamment les DVD, c'est pris en compte dans la méthodologie. Sur le marketing, j'ai un petit doute, donc j'irai voir aussi, j'irai vérifier. En tant que scénariste, je peux vous dire que ce n'est pas le CNC qui est à condamner, mais la caste de quêteurs, producteurs et copains qui s'est constituée autour de lui, écrit Pierre. Il y a un népotisme et des collusions qui sont inadmissibles et c'est cela qui pose un problème aujourd'hui. Alexandre écrit « L'exception culturelle est une mesure protectionniste, alors pourquoi ne pas appliquer ce même protectionnisme à d'autres secteurs d'activité ?» Et oui, mais alors là, il faut répondre. Alors il faut compléter la réponse d'Henri tout à l'heure. On n'est pas la Chine, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Si on le fait, il y aura des mesures de rétorsion, on aura de plus en plus de difficultés. Est-ce que nous voulons parler anglais et supprimer toute création artistique française? Je crois que c'est une question. Moi, je crois que les auditeurs l'ont compris, je suis de tendance plutôt libérale et de marché, mais c'est un des domaines qui ne me paraissent pas relever de la logique de marché pure et dure. D'accord. Il y a Didier qui écrit « Vous oubliez les intermittents du spectacle. On ne les oublie pas, mais effectivement, c'est un secteur qui monte et il y a probablement des petites voire grosses explosions à attendre du côté des intermittents. » David écrit « Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans les politiciens? Ils nous ont promis une taxation extraordinaire sur les 2 ans et sur les plus riches et maintenant, c'est pour le quinquennat, écrit-il. » Et puis,
Et puis voilà. Mais c'est pas pour le quinquennat, c'est pour les 30 ou 40 ans qui viennent. Oui. D'ailleurs, Pierre amis, Moscovici a dit la nouvelle taxe pourrait durer le temps de la crise. Alors, le temps de la crise, ça peut durer longtemps. Oui, non, mais ce qui est formidable, c'est vrai, je répète, on a fait 1800 milliards de dettes, on est face à de nombreux passifs non financés. La génération du baby-boom nous laisse 1800 milliards de dettes, nous laisse des trous énormes sur le régime de retraite, sur son régime de santé, sur sa future dépendance. La question est comment on va faire. Donc bien évidemment, on est face à un matraquage fiscal, mais qui ne sera que la conséquence de l'incurie dans la gestion de nos finances publiques. Et quelque part, on ne peut rien y faire, c'est trop tard. L'argent a été dépensé 2 fois. On attend juste que la comptabilité rééquilibre ça. Et évidemment, ce sera douloureux. On est face à une répression fiscale à laquelle on ne peut rien. Enfin, il fallait pas faire n'importe quoi depuis 30 ans. Henri Pijat, est-ce que justement cette répression fiscale, malgré tout, s'imposera avec effectivement des niveaux de taxation marginaux et des coins fiscaux qui sont peut-être au début décourageants, mais qui nous permettront tout simplement de sortir de cette situation de surendettement. On voit que même l'Amérique, pour sortir de ce fiscal cliff, a réussi à franchir la falaise en faisant pour la première fois des hausses d'impôts sur les plus riches pour lutter contre le déficit. C'était la première fois depuis 20 ans. Donc même les Américains s'y mettent. Oui, je crois qu'il faut revenir à la notion de parabole, pardonnez-moi, mais allez-y. La question n'est pas de savoir quelle est l'interprétation. Je ne sais plus quelle autorité religieuse avait dit il y a tout texte comporte 70 interprétations. Mais par exemple, dans la logique juive, il n'y a aucune autorité qui dit quelle est la bonne interprétation. Donc l'intérêt de la parabole que j'évoquais, c'est de faire réfléchir, rien d'autre. D'accord. Bon, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Refermons cette parenthèse. Dans le cas présent, je crois que ce qui peut appeler notre attention dans cette péripétie un peu grotesque, il faut bien le reconnaître, je parle des 75%. Oui, celle-là était la vraiment première, grotesque. c'est qu'une mesure fiscale, je conçois qu'elle ait un aspect politique, elle ne peut pas ignorer qu'elle a aussi un aspect économique. Et peu importe les 75%, on peut discuter à l'infini sur la justice sociale, sur l'égalité, etc. La réalité, c'est que notre système fiscal est en train de devenir dissuasif de toute activité économique en France. À partir de là, nous sommes obligés de nous rappeler que nous sommes dans un monde ouvert. Les comparaisons avec le passé, avec le taux en 1976-75, ne valent pas exactement. On ne peut pas faire des transpositions. De même que les transpositions que l'on peut faire avec d'autres pays. La Chine peut avoir un système fiscal ou la Russie peut avoir un certain système fiscal. Ça n'est pas la logique française. Premier point. Deuxièmement, je pense qu'en matière de fiscalité, en matière d'économie en général, il y a un grand danger à raisonner de façon fragmentaire. L'affaire des 75%, évidemment, il est facile de démontrer que les gens qui gagnent plus d'eux, etc., ils peuvent faire un sacrifice, etc. Ça n'est pas la question principale. La question principale, c'est est-ce que notre système fiscal incite à la création de richesses et donc permet des redistributions ou non? Je dis non. Et j'ose avancer, au risque de choquer certaines oreilles, que dans le chômage dont on nous annonce la progression accélérée dans les mois qui viennent, le poids des mesures fiscales prises depuis 1 an et demi, je dis bien depuis 1 an et demi, bien avant, ça a commencé avant les élections, pèse très lourd. Qu'on ne nous dise pas que c'est la fatalité internationale. L'Allemagne réduit son taux de chômage. Ouais, elle exporte chez nous, donc bien évidemment. Et donc, c'est une question économique, c'est une question de logique. Enfin, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Olivier, nous sommes dans une situation où la dépense publique est devenue insupportable. Alors, en ce qui concerne la dette, nous ne la rembourserons pas en prenant tout ce que les Français, toutes les individuels et les entreprises gagnent, car il n'y aura plus rien. Ça s'appelle la poule d'or que l'on tue. La dette fiscale, notre dette, et comme celle de beaucoup de pays, elle ne sera jamais remboursée d'une façon ou d'une autre. Il y a une partie qui sera neutralisée. Nous sommes tous des Grèces en puissance, il faut l'admettre. En revanche, ce qui est possible, et là il y a des solutions, c'est de réviser la dépense publique, et je reconnais que c'est difficile, que ça n'a pas d'effet immédiat, mais on n'a pas commencé, qu'on ne me dise pas que la RGPP ou la PMA ou la PM, je ne sais pas quoi... Il y a un nouveau mot aujourd'hui, oui, la modernisation, je ne sais plus, la MAP, voilà, la modernisation de l'action publique. Voilà, mais il y en aura d'autres après, ne nous faisons aucune illusion. La vérité, c'est que l'État ne peut plus faire tout ce qu'on lui a fait faire à la période de prospérité. Alors, à partir de là, on peut recréer un système fiscal. Et comme nous allons être asphyxiés, je suis, moi, assez optimiste à moyen terme. Je ne sais pas combien seront morts avant, mais à moyen terme, on sera obligé de réinventer un système fiscal qui soit compatible avec une dépense publique raisonnable. Ça n'en est pas mort, hein. Il y a quelque chose, il y a quelque chose d'assez frappant en écoutant
ce qui se dit ce matin. D'abord, il y a un mot qui n'est pas prononcé pour la première fois depuis que je viens ici à votre invitation, cher Nicolas, c'est le mot Europe. Je trouve ça extraordinaire. On n'a pas parlé une seule fois ce matin de l'Europe. Donc, c'est-à-dire que la France doit se débrouiller toute seule dans son coin, les autres dans leur coin aussi, comme si l'Europe était quelque chose qu'on avait déjà évacué. Mais ce qui me frappe le plus, et ça c'est vraiment tout à fait étonnant, c'est que il a fallu, comme on le disait tout à l'heure, 30 ou 40 ans pour arriver là, mais il faudrait 1 an pour s'en sortir. Ah non, ça c'est pas possible. Pourquoi 75%? Alors on pourrait dire 175%, parce qu'il faudrait s'en sortir dans 6 mois. C'est impossible. Il faut des années pour s'en sortir. Donc il faut avoir une vraie réforme structurelle, remettre sur la table la fiscalité et poser la question au niveau européen. Je trouve extraordinaire que ce ne soit pas posé au niveau européen. Mais ça ne l'est pas. Vous avez vu les questions qu'on a à poser au niveau européen, si on commence à... Les questions qu'on a à poser au niveau européen, mon cher Nicolas, il y a une étude qui vient d'être publiée par le McKinsey Global Institute qui est absolument remarquable sur ce qui se passe depuis 2007, entre 2007 et 2011. Les chiffres sont extraordinaires. Vous avez une réduction de la consommation publique, vous avez une réduction de la consommation privée de l'ordre de 4 à 5% pour chacune. Vous avez une réduction de plus de 15% de l'investissement privé. Le grand déficit entre 2007 et 2011, c'est la chute de l'investissement privé. Bon, qu'est-ce que l'Europe, à ce niveau-là, peut faire? C'est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important pour relancer ce qu'on appelle, ce qui me fait penser à l'Arlésienne ou à Godot, c'est-à-dire la croissance. La croissance reviendra en 2013, la croissance reviendra en 2014. Non. Non. Et je trouve que dans le débat que nous avons sur la fiscalité française, on ne peut pas évacuer l'insertion de la France dans la communauté européenne. Olivier Burrier, vous vouliez réagir là-dessus? Certes, mais primo, l'Europe aujourd'hui, la zone euro, c'est en gros 17 États en faillite. Donc s'imaginer qu'on va trouver des solutions miraculeuses, c'est quand même pas gagné. Il n'y a à peu près que l'Allemagne qui va bien parce que par miracle, on n'a pas encore copié son modèle. Bon, on est en train de le faire. On va vite voir ce qui va se passer au niveau de l'Europe. Le deuxième point, c'est que vous avez surtout une résurgence d'égoïsmes nationaux gigantesques et peut-être normaux. Enfin, je porte pas. Mais ça, Olivier, c'est des constats. Moi, ce que je propose, c'est des actions. Les actions, c'est de faire en sorte que l'Europe soutienne un plan majeur, un plan européen de soutien de la croissance sur les questions de l'énergie, sur les questions du numérique, avec des project bonds. Il faut répéter. J'avais un professeur qui s'appelait Raymond Barre qui disait il vaut mieux se répéter que de se contredire. Moi, je répéterai de manière permanente ceci. Donc, bien sûr, non, mais François, le pseudo-keynésianisme qui échoue depuis 50 ans, va quand même falloir qu'on arrête. Non, je suis désolé. La croissance, ça fait 40 ans qu'elle est partie. Acheter des clopes, elle ne reviendra pas, votre croissance. C'est fini. Imaginons maintenant de faire tourner l'économie sans croissance. De toute façon, c'est la réalité. Mais il faut arrêter. Non, mais d'abord, c'est pas ma croissance, d'une part. Et deuxièmement, il ne s'agit pas de dire il faut relancer la croissance. Il s'agit de dire. Vous venez de le dire. Vous venez de dire chouette, on va faire des project bonds. Endettons-nous pour encore relancer comme ça avec des subventions. Les project bonds n'ont qu'un seul but, c'est de permettre, non pas au sens propre du terme, de dire on va faire de la croissance, c'est de comprendre ce que c'est que la métamorphose qu'on est en train de vivre aujourd'hui et de non plus de raisonner en termes de crise, mais de raisonner en termes de chemin à travers cette métamorphose. J'entends bien l'idée, François, mais project bonds, c'est de la dette, on est d'accord. Je rappelle les project bonds, de quoi il s'agit. Le mot n'a pas été prononcé depuis longtemps. Il s'agit de dette levée au niveau européen, mais dans un objectif d'investissement. D'emprunt obligataire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des project bonds qui sont inclus dans les fameux 120 milliards pour la croissance. Mais oui, ce volet croissance. Et notamment, Nicolas et Olivier, si je peux terminer, et notamment si on se consacre à des recherches sur, par exemple, la conservation de l'énergie, on peut tout changer en l'espace de 10 ou 15 ans. Simplement, il faut des investissements énormes. Non, mais d'accord, quand on mutualise la recherche au niveau de l'Union européenne, c'est évidemment du bon sens. Mais simplement, on en est à 1800 milliards de dettes. On voit ce que ça a donné niveau croissance. Et la dette, un jour, il faut la rembourser. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à rembourser ces dettes-là. Ce qu'a dit tout à l'heure Henri était brillant. En effet, une partie de la dette, on ne pourra pas la rembourser. Donc imaginez qu'on va en faire encore. Et en plus, au niveau européen, là, il y a des investissements à faire. On peut aussi en faire au niveau national de façon un peu plus simple qu'aller essayer de convaincre les Anglais ou les Allemands d'aller encore faire de la dette en se demandant quel sera le retour sur investissement de ce machin-là. Bien sûr qu'on est face à un problème très difficile de financement d'investissement, mais les investissements, ils ont chuté aussi très fortement en zone euro parce que vous avez l'investissement privé qui baisse. Une partie majeure de l'investissement privé, c'est l'investissement dans l'immobilier. C'est comptabilisé comme de l'investissement, ce machin-là. Évidemment,
avec les crises en Espagne et en France, il n'y a plus d'investissement privé de ce côté-là. Par contre, il faut se battre pour qu'il y ait plus d'investissement privé dans les entreprises. Non, mais dans ce cas-là... L'étude de McKinsey parle d'investissement productif. D'accord. Donc, mais même au niveau du productif, dans ce cas-là, il faut réfléchir à la forme de capitalisme financier dans lequel on est et qui décourage l'investissement productif des entreprises. La question, c'est comment on remet le long terme dans le cœur de la gestion des entreprises. Réaction d'Henri Pijat. Après, on change de sujet. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Oui, je crois que François Rachline a eu tout à fait raison de rappeler l'Europe. Alors, je voudrais citer un tout petit fait à ce propos. Nous sommes dans le même bateau. Nous avons la même monnaie et de plus en plus des choses communes. La différence de compétitivité entre la France et l'Allemagne, elle commence à être notable, c'est-à-dire possible de la noter, à partir de 2002. Ce qui est rien, 12 ans. Bon, c'est à la fois long par rapport au budget annuel, mais ça n'est rien. Donc, c'est dans la période récente. Jusqu'en 2000, pour des raisons diverses, nous tenions la distance. Et vous avez un autre chiffre qu'il faut mettre en face, c'est que la différence de dépenses publiques par rapport aux produits entre la France et l'Allemagne, c'est 10% en ordre de grandeur. Donc, et ces deux chiffres, comme par hasard, sont liés, n'est-ce pas? Les courbes, vous les regardez, elles se suivent logiquement. Donc, cessons d'accuser la méchanceté des temps ou des riches. Nous sommes responsables des politiques que nous avons approuvées collectivement, avec les gouvernants que nous avons choisis, etc. La France a fait des erreurs de politique économique, et encore une fois, j'y insiste, je ne raisonne pas pour les 6 derniers mois. Je raisonne pour la période des 10 dernières années, et on pourrait dire des 30 dernières années. Alors, ça, il faut en sortir, et on ne va pas en sortir en augmentant encore la fiscalité. On est au plafond. Je reviens au côté providentiel des 75%. Ça oblige à réfléchir et au fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Nous avons à affronter un problème de dépenses publiques qui ne sont pas qui n'est pas possible de résoudre par des petits ajustements à la marge, mais par des changements structurels qui sont difficiles et qui nécessitent un courage politique et qui devront être approuvés par l'opinion. Olivier Burrier, pour conclure sur ce sujet. Oui, un petit désaccord. C'est l'Allemagne qui a fait une énorme erreur économique, c'est pas la France. Là, vous comparez la France et l'Allemagne. Bien sûr, c'est tout à fait vrai, mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on compare les 17 pays de la zone? Il y a 16 pays qui ont un problème de compétitivité avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne a baissé ses salaires en 2002. C'est les lois Hartz qui commencent. Alors évidemment, quand vous avez une zone monétaire où un État décide tout seul de baisser ses salaires sans demander l'avis des autres, la question est là, l'Europe aussi. Pourquoi on n'a pas décidé tous ensemble que dans ce cas-là, on baissait les salaires? C'est un État tout seul à décider de baisser ses salaires pour relancer la guerre économique vis-à-vis de ses voisins et déstabiliser la monnaie unique. Quand on fait une monnaie unique, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous n'avez pas de monnaie, vous faites ce que vous voulez, chacun est maître chez soi. À partir du moment où on fait une monnaie unique, on ne peut pas avoir un pays qui fait ce genre d'attitude-là. Non. Ça me rappelle le mot de Madame Lagarde. Il faut que l'Allemagne soit un peu plus laxiste. Mais bien sûr. L'Allemagne ne sera jamais plus laxiste. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas garder la même monnaie. Je suis désolé, il faut choisir. Les conséquences, mais l'Allemagne s'est adaptée à la situation mondiale. Et que je sache, il n'y a pas l'Allemagne contre tous les autres. Il y a la France qui est loin derrière tous les autres, à part les pays méditerranéens. Les pays il y a 120 milliards d'excédents d'Allemagne sur la zone euro. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, il y a, en grosso modo, les Pays-Bas sont très particuliers. Suivent la productivité. Et n'espérons pas convaincre nos voisins vertueux d'être aussi laxistes que nous. Non, mais Henri, baisser les salaires, c'est pas vertueux dans un régime capitaliste. Là, il faut revenir aussi à quelques bases du XXe siècle. Non, aussi baisser les salaires, c'est ce qu'il y a de pire. Et une fois qu'on a baissé les salaires chez nous, qu'est-ce qui se passe, Henri? Dites-moi, qu'est-ce que devient l'Allemagne une fois qu'on a baissé les salaires chez nous? Si les salaires sont trop élevés par rapport aux possibilités, par rapport aux recettes, il faut bien que l'on s'adapte. On ne peut pas maintenir un niveau de prospérité artificielle alors qu'on ne produit plus. La réalité, c'est qu'on ne produit plus. Henri, s'il vous plaît, si on baisse les salaires en France et qu'on fait comme l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Mais peu importe ce qui se passe. Non, je vous pose une question claire. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais si on peut réfléchir, parce que vous dites il faut s'adapter. Alors on s'adapte, on baisse les salaires comme l'Allemagne de 5-6%. On est en train d'assister à une diminution du pouvoir d'achat. On ne va pas pouvoir continuer à faire des transferts à partir de recettes qui n'existent pas. Donc les emplois disparaissent. Malheureusement, je suis désolé, j'aime pas beaucoup jouer les cassantes, mais dans 6 mois d'ici, le taux de chômage aura augmenté de façon considérable. On ne pourra pas continuer à distribuer les allocations de chômage que l'on distribue. Donc, ce n'est pas seulement une question de salaire, c'est une notion de pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, il est en train de diminuer en France et il va diminuer durablement parce que nous refusons de voir les réalités structurelles en face. Et la réalité, c'est de baisser fortement en baissant les salaires, parce que baisser les salaires, c'est diminuer aussi le pouvoir d'achat. Mais il faut parfois, peut-être qu'il faut diminuer le pouvoir d'achat provisoirement pour relancer. Ah oui, mais ça, c'est toujours des promesses. Alors, ok, l'exemple de l'industrie automobile américaine. Tout le monde s'est lamenté lorsque l'industrie américaine a
a été en ruine pratiquement, et c'est très récent là aussi, il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement américain est venu au secours de l'industrie américaine, non pas pour soutenir des emplois, mais pour permettre la relance, c'est-à-dire d'abord l'achever la destruction et permettre la reconstruction de l'industrie automobile américaine. Aujourd'hui, l'industrie automobile américaine recrute parce qu'elle vend des automobiles. Oui. Nous faisons l'inverse, nous voulons toujours soigner les effets sans nous occuper des causes. Mais alors, je suis d'accord, mais quelle est la cause? Après, nous ne trompons pas de cause, et c'est un vrai problème, la compétitivité avec l'Allemagne dans ce cas-là. Alors, je vais poser la question différemment. Si on avait deux monnaies, un franc et un mark, il deviendrait quoi le mark, vu en effet le modèle très vertueux de l'Allemagne? Le mark, ce serait envolé. On serait bien d'accord qu'il serait un 30, et donc il n'y aurait plus d'excédent. Mais ça, c'est une autre question. Ah oui, non, mais attendez, c'est une question majeure, le problème de l'excédent commercial. L'Allemagne est à près de 110 milliards d'excédents sur la zone euro. Oui, mais... On a une zone ici qui est en train de pomper, quelque part, l'activité chez ses voisins, parce qu'elle a la même monnaie, parce que vous n'avez plus vos jeux monétaires. Ça, c'est une... Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on fait de l'Europe, soi-disant, on est solidaire. Alors qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là de façon solidaire en Europe? Je veux bien ouvrir le débat, et on arrête là-dessus. Oui, je veux bien ouvrir le débat de l'euro, mais ce que je dis, c'est que nous n'obligerons pas l'Allemagne à être aussi laxiste et inconséquente que nous. Non, mais Olivier, moi je voulais apporter mon grain de sel, mais enfin si vous voulez qu'on change... Non, réagissez à ça, parce que c'est passionnant. D'ailleurs, je vous ai laissé débattre, parce que la question est essentielle, la question de la monnaie commune est essentielle. Olivier raisonne comme si on n'était pas dans un système lié. Et il dit l'Allemagne a eu tort de faire ce qu'elle a fait parce qu'on est dans un système lié. On est dans un système lié. Bon. Alors, comme elle a eu tort, faisons-nous, si on faisait exactement la même chose qu'elle, alors on ne pourrait le faire que si l'euro avait éclaté et si chacun revenait à sa monnaie antérieure. Bon. Je crois que ce qui ressort de l'échange que vous venez d'avoir, c'est qu'il y a un pays qui est leader et puis il y a des pays qui suivent. Le pays leader, et c'est très vrai ce que disait Henri tout à l'heure, jusqu'en 2000, la France et l'Allemagne étaient à peu près à égalité. Le pays leader aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Donc qu'est-ce qu'on fait ? La réunification de l'Allemagne d'une part, puis ensuite la politique allemande, a fait que l'Allemagne a retrouvé de la compétitivité. Elle n'a pas retrouvé de la compétitivité contre les autres pays. Olivier. En bonne partie. Non, mais ça, c'est votre conclusion. 75% de l'excédent, il est en Europe. Elle n'est pas très compétitive par rapport à la Chine, l'Allemagne. Enfin, excusez-moi, regardez où sont ses excédents. Mais le but n'est pas de battre les autres. Le but, c'était de s'adapter aux circonstances internationales. C'est-à-dire que l'Europe, elle est en concurrence avec la Chine et avec les États-unis. C'est la plus grande... Bon. L'Allemagne a joué... La Chine, elle est protectionniste, les États-Unis sont protectionnistes quand ils veulent. Hein. L'Allemagne a joué cette logique-là, et je pense que ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir été suffisamment clair avec ses partenaires pour que tout le monde joue et comprenne ça. Les Allemands sont inscrivent beaucoup plus leur action dans le temps et dans la temporalité que nous ne le faisons. Nous sommes plutôt réactifs. Alors aujourd'hui, on a une dizaine ou une douzaine d'années de retard ou de retard pris. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que propose Henri, c'est que, non pas qu'on dise il faut baisser les salaires, il faut tout casser, il dit il faut que l'obsession de la politique économique française, c'est la compétitivité. Et ce n'est pas la compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, c'est la compétitivité dans son ensemble. On a 1 minute 10 pour terminer sur cette question clé, c'est très très court. Est-ce qu'Henri Pijat, parce que la question clé de la compétitivité, le FMI, l'OCDE nous l'ont rappelé ce week-end, c'est l'aboutissement de la réforme sur le marché du travail. Jeudi, vendredi, ultime rencontre. Bien sûr. Henri, vous avez été le premier à nous dire que compte tenu de la gravité et de l'importance de cette réforme, nous ne pourrions pas aboutir avec le dialogue social traditionnel que nous connaissons depuis des années. Est-ce que là, à quelques jours de la dernière rencontre, vous vous dites quand même, ils vont, parce que c'est grave, parce qu'il en va de la signature souveraine de la France, trouver un véritable accord important? Il y aura peut-être un semblant d'accord, mais qui sera un faux accord. C'est comme l'accord américain, même si ça n'a pas de rapport direct. Mais pour des raisons de fond. C'est un peu, disons les choses, c'est un peu illusoire cette négociation. D'abord parce qu'il ne s'agit pas seulement des intérêts des entreprises et des salariés, il s'agit de l'intérêt de l'économie en général. Absolument. Donc à la logique, moi je ne suis pas choqué que ce soit le législateur qui intervienne, en bien ou en mal, mais après tout il y a une majorité, c'est la démocratie, etc. Bon, premier point. Mais deuxièmement, les syndicats des deux côtés ne peuvent pas aller très loin parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas représentatifs. Les syndicats de salariés représentent le secteur public qui n'est pas directement intéressé au problème et le syndicat patronal, de la même façon, ne représente pas les grands groupes internationaux, pas beaucoup, etc. Donc, moi je suis tout à fait pour la concertation sociale, mais en l'occurrence, c'est illusoire et il y aura une loi. Un mot là-dessus, de conclusion. Il faut que la France aille très très mal pour réagir très vite et très bien. En tout cas, est-ce qu'on y est? Je ne sais pas, j'ai peur que non. On a un président qui nous a remis sur le devant de la scène l'importance de la négociation, de la concertation. Il a raison. Il a raison. Regardez si sur la réforme cardinale on plante. Parce qu'il faut être représentatif pour négocier. Ouais.
C'était Olivier Berruyer, François Racheline et Henri Pijat. Désolé pour cette bonne cinquantaine d'auditeurs qui ont envoyé des mails par la suite, mais j'ai pas eu le temps de tous les lire. On se retrouve demain.